J'accueille à distance Jean-François Di Meglio. Bonjour, vous êtes président de l'Institut Bonjour. Asia Center. Merci d'être avec nous sur LCI. Avant d'en venir aux possibles conséquences, tout d'abord sur ces manœuvres militaires, est-ce que vous y voyez un risque d'embrasement? Est-ce que la situation est toujours maîtrisée selon vous? Ça a été dit par les experts en situation militaire. Tout d'abord, on part du point de départ que une invasion, une conquête, on appellera ça comme on voudra, n'est ni à l'ordre du jour, ni réellement possible au moment où on parle. Donc l'embrasement, ce serait quoi? L'embrasement, ce serait un incident, ce serait quelque chose qui serait incontrôlé. Et quand on parle d'embrasement, on parle de quelque chose de brutal. On a très visiblement affaire à une montée en puissance qu'on appelait au moment, si vous voyez de la guerre du Vietnam, une escalade. Alors pour l'instant, cette escalade, elle n'est pas réellement guerrière, ce sont les manœuvres militaires chinoises naturellement. Cette escalade ne va probablement pas cesser. Tout ça se passe dans un contexte, il faut le rappeler, à la fois de situation chinoise intérieure difficile, bien sûr aussi de complexité des relations internationales de la Chine. Ça a été évoqué à propos du Japon. J'indique que, vous l'avez peut-être déjà mentionné, que le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, chinois, vient d'annuler sa rencontre avec son homologue japonais au titre de la participation du Japon dans le G7 au communiqué d'hier qui a effectivement signalé le danger de la situation actuelle. Donc, conflit entre cette situation diplomatique chinoise qui souhaite s'intégrer dans le concert des nations et puis l'intérêt qu'elle porte à la situation ukrainienne et le pas qu'elle n'a pas franchi encore pour se rapprocher de la Russie dans le cadre de la situation ukrainienne. Mhm. Donc tout ça est complexe. On a une situation domestique, une situation intérieure chinoise difficile qui pourrait être à la fois la raison d'un embrasement parce que le recours à l'aventurisme, comme on le disait autrefois, est parfois une solution aux problèmes intérieurs, mais aussi on a une incapacité technique, à la fois du point de vue stratégique, mais aussi au point de vue de cette difficulté que rencontre la Chine sur un certain nombre de fronts, les fronts diplomatiques, les fronts économiques, à passer à l'acte. Donc aujourd'hui, on va avoir une pression et on a des acteurs pour l'instant qui sont raisonnables, y compris du point de vue chinois, ils font finalement ce qu'ils avaient annoncé qu'ils feraient, mais ils n'ont pas fait plus à ce stade. On a aussi des acteurs raisonnables dans le camp occidental et on a surtout, j'aimerais le dire, des acteurs hyper raisonnables et hyper modérés, contrairement à ce que la Chine veut dire, à Taïwan. On Mhm. a une administration taïwanaise qui a parfaitement identifié quelles étaient les lignes rouges et qui ne les franchit pas. Alors dans le même temps, c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans le même temps, l'ambassadeur de Taïwan en France rappelle bien tout de même quel est l'objectif in fine de la Chine vis-à-vis de Taïwan et vis-à-vis, dit-il, de tout ce qui n'est pas encore sous le joug chinois. Écoutez cette réaction sur LCI. La Chine essaye de faire disparaître toutes les choses qui y sont opposées. Donc, elle a fait disparaître la démocratie de Hong Kong, elle veut faire disparaître aussi l'identité du Tibet, des Ouïghours, et elle essaie aussi de faire disparaître Taïwan. Alors, ce que nous présente l'ambassadeur de Taïwan en France, Margot Haddad, c'est une forme eh bien, de mouvement de l'histoire un peu inexorable. La Chine rouleau compresseur, effectivement, contre les tendances démocratiques qui pourraient naître ou être préservées. C'est le cas de Taïwan. Sur le long terme, aujourd'hui, on dit la situation est maîtrisée. Sur le long terme, reconquérir Taïwan est bien l'ambition de la Chine. C'est ce que dit en tous les cas la CIA, Bill Burns, qui l'a évoqué au Colorado, à Aspen, il y a quelques jours, en disant que ce n'était pas de savoir comment, mais non, ce n'était pas de savoir quand, pardon, mais Ouais. comment, et que ça allait arriver à un moment donné. Maintenant, encore faut-il que la Chine soit prête à envahir Taïwan, que Taïwan soit également prêt à riposter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce serait un débarquement, ce serait extrêmement compliqué. Aussi, l'île de Taïwan est montagneuse, c'est très difficile de pouvoir sillonner l'île, et ça, je m'en réfère à mon
mon général qui pourra certainement vous donner plus d'informations là-dessus. Mais c'est aussi tout l'enjeu de cette visite de Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, elle est allée à Taïwan en tenant tête au Parti communiste chinois parce que c'est une fervente défenseuse des droits humains et qu'elle avait décidé de taper du poing sur la table en disant « Moi, j'irai, je suis à la fin de ma carrière et je veux montrer aussi au monde entier que les États-Unis et nos alliés doivent faire face aux autocrates. » Nancy Pelosi qui continue d'ailleurs sa tournée en Asie, en ce moment même, elle est, Corée du Sud, ouais. Elle est en Corée du Sud en ce moment. Général, justement, je me tourne vers vous sur ces plans à long terme de la Chine. Aujourd'hui, les capacités d'invasion de l'île de Taïwan, elle ne les aurait pas. Ceci dit, ce serait le plan de son armée et de son développement sur les prochaines années? Je pense qu'ils ne l'ont pas et qu'il va falloir... Alors, 2027, je trouve ça très optimiste. Alors, je n'ai pas les renseignements vraisemblablement qu'ont les Américains, mais 2027, pour être prêt à envahir Taïwan, il faut s'imaginer ce que c'est qu'un débarquement. L'opération Overlord en juin 1944 est l'opération, je veux dire, la plus complexe de toute l'histoire militaire internationale et mondiale. Il faut des milliers de navires, il faut des dizaines de milliers d'hommes, il faut des capacités de débarquement, il faut des renforts, il faut des capacités à assurer la logistique dans la durée à travers un détroit de 180 km. Il faut trouver où beacher, c'est-à-dire où atterrir lorsqu'on arrive sur l'île. C'est une île montagneuse, donc il faut quand même avoir des plages qui sont favorables je dirais, à l'amérissage des forces. Et donc c'est une opération et il faut ensuite établir un rapport de force favorable à l'attaque. C'est toujours 3 à 5 contre 1, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une masse pour porter cet effort à un endroit précis, tout à fait considérable et qui est, on le comprend aisément, largement complexifié par le côté amphibie de l'opération. Donc ça me paraît douteux, en tous les cas dans un avenir proche. Mais les Chinois apprennent vite, les Chinois construisent vite. Ils ont développé ces dernières années leur marine et leur armée également de manière considérable et très rapidement. Donc il ne faut pas les sous-estimer. Ils apprennent très très vite. Et les États-Unis aussi, du coup, doivent préparer leur éventuelle riposte à une telle attaque, on l'imagine. Alors, les États-Unis, d'abord, ont une longue présence. Ils y sont depuis 80 ans, même avant, d'ailleurs, dans le Pacifique. Ils ont une très, très grosse expérience aéronavale, parce que la guerre du Pacifique, ce sont eux. C'est eux qui ont battu la marine japonaise, qui était une excellente marine, qui faisait pendant à la marine américaine. Et alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les Japonais sont leurs alliés. Donc, il y a un côté surmultiplié de l'expérience aéronavale des deux pays qui sont alliés, qui sont équipés de matériel moderne. Je rappelle que d'un côté, il y a 2 porte-avions, de l'autre côté, il y en a 11. Et donc, c'est absolument pas encore les mêmes moyens, ni en tonnage, ni en qualité, ni en stratégie navale. Je pense que l'avantage reste encore pour un certain nombre d'années aux Américains et à leurs alliés. Mais comme je l'ai dit avant, les Chinois apprennent très vite. Jean-François Di Meglio, je me retourne vers vous, président de l'Institut Asia-Centre. Justement, sur ces plans, qu'aurait la Chine à un horizon plus ou moins proche, on parle effectivement de 2027. Qu'est-ce qu'on en sait exactement de ces plans ? Écoutez, je ne suis pas dans une salle de simulation ni au Pentagone ni à Paris, mais ce que j'aimerais rappeler, et le général me contredira s'il n'est pas d'accord, c'est que la Chine, que ce soit l'Empire chinois, que ce soit la Chine nationaliste de 1912 à 1949, et que ce soit la Chine populaire, n'a pas gagné une guerre de mémoire d'homme. Je rappelle la dernière aventure militaire chinoise, c'était en 1979, c'était contre le Vietnam. Elle a voulu donner une leçon au Vietnam. Alors vous voyez ce que c'est que le Vietnam, la population vietnamienne, qui avait vaincu les États-Unis, on peut le dire, bien sûr avec l'aide de la Chine, on ne peut pas le nier non plus, mais c'était une Chine qui était un peu en sous-marin, si j'ose dire, sans jeu de mots. Bon, donc oui, la Chine est très forte, la Chine apprend vite, la Chine fait des scénarios de toutes sortes, et je pense que le scénario privilégié, c'est probablement une saturation des différents espaces cyber, géographiques et stratégiques avant même de s'attaquer militairement à ce débarquement dont le général a très bien décrit qu'il était difficile. Alors, il y a des plages à Taïwan,
Mais effectivement, c'est 36 000 km², dont 9 000 uniquement sont des plaines, avec des sommets qui culminent à 4 000 mètres. Et donc une capacité de la population aussi, comme dans le Vercors, pour autant que les Taïwanais soient déterminés, eh bien, à résister. Avec l'aide, on l'espère tous, parce que l'enjeu est de taille. Ça n'est pas simplement un enjeu taïwanais, ça n'est pas simplement un enjeu Asie-Pacifique, c'est aussi un enjeu de système, c'est un enjeu de système politique. Si nous avons un système autocratique qui gagne une guerre, le monde occidental est en péril. Vous parliez des cyberattaques et justement, on apprend que les principaux sites internet du gouvernement taïwanais ont été attaqués, temporairement inaccessibles. C'était durant la visite de Nancy Pelosi. Et pas que ça, vous avez aussi l'épicerie, alors je ne sais pas si on peut donner le nom, c'est une marque américaine, la célèbre marque d'épicerie américaine qui est basée à Taïwan. Tous leurs écrans publicitaires ont été piratés lors de la visite de Nancy Pelosi. Et puis, comme on l'entendait à l'instant, c'est extrêmement important de tenir tête aussi d'un point de vue d'économie mondiale. Si on bloque le détroit de Taïwan, vous avez des ports-conteneurs qui sont bloqués, il y a une limitation des exportations. Quand on pense que Taïwan, c'est tout de même le premier producteur mondial de semi-conducteurs, on imagine mal les États-Unis pouvoir s'en passer, le reste du monde pouvoir s'en passer, et la Chine qui aussi importe des semi-conducteurs sur son territoire parce que sa production à elle n'est pas aussi performante que celle des Taïwanais. Et d'ailleurs, Nancy Pelosi, quand elle était sur le terrain à Taïwan, elle est allée rencontrer le président de la société, Mark Liu, le président de la société de semi-conducteurs TSMC. Donc c'est un message fort également au niveau économique, et ça, toutes les puissances mondiales le savent, elles ne peuvent pas jouer avec le feu là-dessus. Ça nous prédit plutôt un conflit qui reste larvé longtemps, justement cette interdépendance mutuelle dans cette Oui, il y a une période-là. interdépendance mutuelle. Alors un conflit larvé, c'est même un peu fort, parce que il y a des intrusions, mais ils ne se battent pas, si vous voulez. Donc il y a des conflits gelés, comme au Nagorno-Karabakh, par exemple, ou en Ukraine jusqu'en 2022. Là, c'est pas véritablement un conflit larvé. Il y a une pression parce qu'ils estiment qu'ils sont chez eux et que Taïwan leur appartient, ce qui, sur le plan historique, moi je l'ai déjà dit, m'apparaît un peu contestable de toute manière, puisque la République populaire de Chine n'a jamais possédé l'île de Taïwan. Et puis je voulais dire... Ah, voilà. Oui, en quelques secondes. Je voulais juste dire que j'étais d'accord avec le professeur. Là, c'est que on a quand même des doutes sur la qualité de l'armée chinoise, encore aujourd'hui, et que la marine chinoise, notamment, n'a pu exister entre le 15e et le 20e siècle. Effectivement, ça fait une longue période. Merci beaucoup, Général. Merci, Margot Haddad. Merci à vous également, Jean-François Di Meglio. On revient, bien sûr, dans un instant sur LCI, sur ces tirs de missiles balistiques en direction de Taïwan depuis la Chine. Restez avec nous. Jean-François Di Meglio, bonjour. Vous êtes président d'Asia Centre. Merci beaucoup d'être avec nous dans LCI Midi. Ce dont on parlait il y a quelques minutes avec le général Richoux, c'est de cette phrase, cette affirmation de la Chine qui dit donc que ces exercices militaires près de Taïwan sont nécessaires et légitimes. Est-ce que ça doit nous inquiéter, des déclarations comme celle-ci? C'est pas la seule, je ne vais pas toutes les faire depuis que Nancy Pelosi a mis un pied sur l'île de Taïwan. Est-ce qu'on est au bord de l'embrasement? On n'est pas au bord de l'embrasement, mais la question c'est, est-ce que ça doit nous inquiéter? Il est évident, Pierre l'a rappelé aussi, c'est un des points chauds de la planète, c'est probablement un des points les plus chauds de la planète. Pourquoi? Parce que naturellement, on a une présence américaine qui est très forte dans une région qui est, effectivement, comme Pierre l'a rappelé aussi, revendiquée très fortement par la Chine, au-delà de ce que l'on pourrait imaginer au regard de nos lois à nous, mais pas au regard de l'histoire chinoise, puisque si vous regardez une carte de Chine, y compris de la République de Chine qui a été fondée en 1912, vous avez cette fameuse ligne des 11 traits à l'époque, des 9 traits de nos jours, et qui descend très très loin. Cette fameuse langue de bœuf qui descend, comme on l'a rappelé, dans la mer de Chine du Sud. Alors, au regard de la Chine, c'est légitime. C'est donc pour cela que c'est un point chaud. Est-ce que ça doit nous inquiéter? Écoutez, si vraiment la Chine avait eu envie, ou même les moyens, de faire quelque chose de très violent au moment du vol de Nancy Pelosi, déjà l'avion, quoique escorté par des avions américains, ne se serait pas posé. Il y a un certain nombre d'étapes dans l'escalade qui sont encore devant nous. Ça ne veut pas dire que cette escalade ne va pas être effectivement effectuée progressivement par la Chine, mais aujourd'hui, l'embrasement,
Et malheureusement, pour Xi Jinping, il l'avait annoncé. Il nous avait annoncé un déluge, enfin pas un déluge, mais en tout cas de grosses mesures de rétorsion. La mesure de rétorsion la plus forte et la plus nouvelle, c'est la convocation de l'ambassadeur américain par le ministère des Affaires étrangères chinois. Je peux vous dire que c'est pas très drôle d'être convoqué par le ministère des Affaires étrangères chinois, donc il a passé effectivement un moment désagréable. Les Taïwanais eux-mêmes sont partagés. Parce que quand je parle à mes correspondants et mes amis taïwanais, ils sont moins préoccupés que nous le sommes, très curieusement, parce que, comme souvent dans ces situations de crise, on s'habitue, on a le cuir épais, et puis aussi on a confiance. Et c'est pour ça aussi que Nancy Pelosi est venue, c'est pour redonner confiance aux Taïwanais. Jean-François Di Meglio, merci. Restez encore un petit peu avec nous, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on aille voir notre correspondante à Pékin, Marine Zambrano. Merci beaucoup de nous avoir attendus. Jean-François Di Meglio parlait de l'opinion taïwanaise, notamment, et également de la convocation de l'ambassadeur des États-Unis en Chine. Je sais que vous suivez tout parce que vous êtes tout près de l'ambassade, justement. Est-ce qu'on a alors, quelles sont déjà les dernières nouvelles de cette convocation de l'ambassadeur, mais surtout, au niveau de l'opinion chinoise, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on pense? Est-ce qu'on est plutôt pour ou contre un conflit? Alors déjà, par rapport à l'ambassade, il y a toujours une très forte présence policière tout autour de l'ambassade dans la rue, et même ils sont venus dans l'immeuble où on est, qui est pourtant à 300 mètres de distance de l'ambassade, donc vraiment on sent une tension assez forte. Et quant aux réactions, elles sont partagées. Alors, je rejoins ce que disait plutôt l'expert sur le plateau. Il y a quand même beaucoup de Chinois qui ne croient pas en fait en un conflit imminent contre Taïwan, hein, il faut bien le dire. Mais il y a surtout une grande part de la population qui ne veut pas d'une guerre. Ils tiennent à conserver absolument la stabilité dans le pays, à commencer par les habitants de Xiamen, hein, la ville chinoise la plus proche des côtes taïwanaises. Ils craignent l'ouverture d'un conflit armé, donc les manœuvres militaires annoncées par Pékin ne les rassurent pas. Et puis d'un autre côté, il y a ceux qui condamnent l'inaction du gouvernement chinois face à cette visite. Certains se disent déçus de l'attitude des autorités qui ont laissé cet avion atterrir à Taïwan hier soir. Alors ils attendent une réponse forte de Pékin face à ce qu'ils considèrent comme un affront des Américains. Donc vous le voyez, en fait, il y a des réactions variées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le sujet est à la une aujourd'hui dans la presse comme sur les réseaux chinois. Merci beaucoup, Marine Zambrano. On vous laisse tranquille. Merci pour toutes ces précisions. Jean-François Di Meglio, pour revenir sur ces possibles sanctions, ces punitions, en tout cas, dont parle la Chine. Quand elle parle de réponse militaire, on parle de quoi concrètement? Déjà, quel est l'arsenal militaire? Et est-ce que la Chine, si elle le voulait, aurait les moyens d'attaquer Taïwan? C'est une grande question. Je serais presque tenté de dire, et de ce côté-là, je ne suis pas un expert militaire, que si on avait les moyens, elle l'aurait fait, indépendamment des conséquences diplomatiques que cela peut entraîner. Il est probable que l'horizon de réalisation possible d'une telle opération, pour autant qu'elle soit tentée, est encore dans quelques années. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a plusieurs moyens d'envisager une conquête de Taïwan. Je précise que cette conquête a très rarement réussi. Le dernier qui a réussi, c'est Koxinga sous la dynastie des Ming, parce que les Mandchous ont chassé la dynastie des Ming et Koxinga a réussi à réimplanter un bout de dynastie Ming sur l'île de Taïwan. Mais les Japonais ont obtenu Taïwan par un traité de paix, Shimonoseki, contre la Chine en 1895. Et Taïwan est une forteresse très difficile à prendre d'abord, et c'est aussi une forteresse facile à défendre de notre côté. C'est 36 000 km², comme on l'a rappelé, dont uniquement 9 000 km² sont de la plaine. Le reste, vous avez des sommets qui culminent à 4 000 mètres. Et donc, dans les scénarios possibles, bien sûr, il y a un blocus, il y a un débarquement, mais tout ça ne dit pas une victoire facile. Regardez ce qui se passe actuellement en Ukraine, qui est aussi un exemple pour la Chine, probablement. Les victoires faciles sont parfois plus éloignées que ce qu'on pourrait penser. Merci beaucoup, Jean-François Di Meglio. Merci pour votre analyse, votre décryptage. Merci d'avoir accepté notre invitation dans LCI. Jean-François Di Meglio, président de l'Institut Asia Centre, est avec nous. Vous voyez, vous aussi, des parallèles entre les deux situations? Écoutez, s'il y avait un parallèle absolu, je dirais qu'on aurait la constitution réelle d'un axe Russie-Chine. Les Russes en rêvent. Et les dirigeants chinois ont vu tout le danger qu'il pouvait y avoir à pousser le parallèle, au point d'ailleurs d'agir comme les Russes en Ukraine. Pour moi, le point de départ, c'est
à la fois le 2 février, le 24 février. Le 2 février, Poutine est à l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin et il ne parle probablement pas de l'opération spéciale en Ukraine. Le 24 février, il la déclenche. On peut penser que les dirigeants chinois voient là-dedans des raisons de se défier de tout ce qui est russe et de tout parallèle. Alors bien sûr que le parallèle est tentant, mais si on conduit le parallèle jusqu'au bout, on se dit aussi qu'une guerre qui aurait pu être gagnée très rapidement et dont même l'Occident s'attendait à ce qu'elle soit gagnée très rapidement par les Russes, traîne. Et donc une opération spéciale chinoise vers Taïwan, on pourrait imaginer qu'elle soit très facile. L'Ukraine est en train de donner la preuve que même les opérations qui sont dotées de plus grandes chances, en fait, peuvent prendre du temps, voire échouer. Ça fait réfléchir les dirigeants chinois très certainement. Donc la situation est extrêmement complexe. Il est évident que la volonté est la même, et donc le parallèle, on peut le faire jusque-là. En revanche, dans les développements ultérieurs, il faut arrêter le parallèle, parce que effectivement, ce parallèle, il ne serait pas favorable à une offensive chinoise. Et je rappelle que toute seule, c'est-à-dire sans l'appui d'alliés extérieurs, comme par exemple les États-Unis, lorsqu'ils sont venus au secours de la Chine dans la guerre sino-japonaise, toute seule, l'armée chinoise n'a plus gagné de guerre depuis des siècles. Oui, ça pourrait freiner les ambitions des Chinois. Général, effectivement, vous confirmez les difficultés des Russes sur le terrain en Ukraine? Oui, mais enfin, il y a deux choses différentes. Je suis tout à fait d'accord qu'on a une approche politique dans ce qu'on a eu depuis quelques instants. Maintenant, l'approche militaire est effectivement complètement différente. D'un côté, la Russie, par voie terrestre, est au contact de l'Ukraine. Là, malgré qu'il y ait une flotte autour de Taïwan, on a bien une difficulté pour, je dirais, avoir une opération aéroterrestre et amphibie. Et là, on ne voit pas encore les moyens existants. Donc aujourd'hui, on est bien, à mon avis, dans de la gesticulation, mais un peu plus offensive que d'habitude, parce que la Chine n'est pas capable militairement de faire une opération spéciale à Taïwan. Aujourd'hui, voilà, mais elle est capable de ce blocus qu'elle est en train de nous démontrer. C'est intermédiaire. Alors Jean-François Di Meglio, justement, l'hypothèse de ce blocus, ce serait ainsi que la Chine souhaiterait reprendre le contrôle de Taïwan. C'est aussi l'analyse que vous en faites? Là encore, si vous voulez, de la même façon que du point de vue diplomatique, les gesticulations, comme ça a été très bien exprimé, de la Chine tuent des dizaines d'années d'efforts de la Chine de s'intégrer au concert des nations. De la même façon, ce blocus, s'il se prolonge, tue des dizaines d'années d'efforts de la Chine pour s'intégrer au commerce international et même intégrer une zone régionale économique. Parce que le blocus de Taïwan, ce n'est pas simplement le blocus de Taïwan, c'est aussi priver la Chine d'un certain nombre d'approvisionnements pour fabriquer en particulier des iPhones ou des ordinateurs, et c'est priver probablement toute la région de cette intégration que ce traité commercial auquel la Chine s'est joint, même s'il n'en a pas été à l'origine, qui s'appelle le Regional Cooperation Economic Partnership, qui a été mis en place le 1er janvier 2021, eh bien, ce phénomène s'arrêterait du fait de la Chine. Donc ce blocus, bien sûr, il va durer, mais il ne peut pas durer éternellement. Et ce n'est pas pour vous, effectivement, dans les intérêts de la Chine. Ça semble donc indiquer effectivement que... Ça arrive que des acteurs jouent contre leur propre intérêt. Donc on ne peut pas exclure que la Chine, dans une certaine façon, joue contre ses propres intérêts. Mais il est clair que ce n'est pas dans son intérêt. Merci beaucoup, Jean-François Di Meglio. Merci à tous les quatre d'avoir été sur ce plateau pendant cette émission. L'information continue, bien sûr, sur LCI avec, dans un instant, Claire-Elisabeth Beaufort, le journal. C'est à suivre. Restez avec nous.